Bonjour Christina, très ravi de vous avoir ici à la manufacture. Quels sont les moyens aujourd'hui à disposition du groupe LVMH qui vont permettre de réaccélérer et d'aller vers la haute horlogerie? Après, on parlera des conséquences Tout et à fait, de ce qui... tout à fait. Je pense que si on reprend l'histoire de Hublot, mais aussi de ces 15-20 dernières années qu'on connaît très bien, toi et moi, il y a eu quand même, jusqu'en 2019, des hauts, des bas, mais globalement pour Hublot, une croissance ininterrompue, assez folle. Parce que je pense que si on prend 2005-2022, probablement Hublot fait partie, je dirais, des deux marques qui ont eu les croissances les plus fulgurantes entre d'où ces marques sont parties et où elles sont arrivées. Les difficultés actuelles touchent aujourd'hui 100% des marques. Oui. Et ça, moi, j'en suis convaincu. Après, il y a des gens qui vont partager, il y a des gens qui vont pas partager, il y a des gens qui ont des toutes petites productions, donc qui sont peut-être plus protégés. Il y en a d'autres qui vont se dire, je mets pas trop de pièces sur le marché pour garder la tension entre l'offre et la demande. Très smart, oui, c'est juste. Mais globalement, tout le monde aujourd'hui est impacté. Venons à la manufacture, Oui. parce que c'est là-dessus que ça se passe. Donc cette nouvelle unité qui va ouvrir. Alors l'unité, la H1, vous l'appelez la Oui, H1. on se trouve aujourd'hui. Voilà. Là, Hublot déménage. Absolument. On a des grands projets dans les années à venir, donc il nous fallait plus de place. Tu peux m'en parler? Des mouvements qu'on va développer à l'interne en plus, tout simplement. Donc à part le mécathène et le mouvement automatique. L'Unico, chronographe, Voilà. mécathène, toutes les grandes complications, on va revenir très fort là-dedans. Et puis j'ai d'autres projets de type de mouvement, de type de complications qui vont arriver dans en partant de 2026 déjà, mais jusqu'en 2030, on a déjà une feuille de route qui est dessinée par rapport à ça. On revient très fort là-dessus pour mettre vraiment en avant cette compétence horlogère. Quelles sont les marques qui sont capables de faire tous les métiers? Hublot surprend quand on visite Hublot de voir qu'on maîtrise tous les métiers de l'horlogerie. Le saphir. Oui. Hublot a été les premiers à le faire. Okay, d'autres marques très connues utilisent du saphir. Mais Hublot est la seule marque aujourd'hui qui fait grandir des pains de saphir exactement sous l'endroit où nous nous trouvons actuellement. La céramique de couleur, que Hublot. Beaucoup de marques utilisent la céramique, mais elles externalisent. Sans parler des grandes complications. Beaucoup de marques aussi externalisent. Hublot, on fait tout ici. Pas toutes externalisent. Non, pas toutes, mais beaucoup. Oui. Beaucoup. Beaucoup. Et ce que je dis par là, c'est que Hublot, si tu veux, qui aujourd'hui ne semble pas avoir le crédit et la position que la marque devrait avoir dans l'horlogerie, là je parle que d'horlogerie, là je vais me battre et je vais faire en sorte de démontrer que c'est tout le contraire. Toutes ces activations qu'on voit là, Mbappé, qui faisaient qu'en fait Hublot faisait du bruit. Oui. C'est l'idée, hein, ça a toujours été la communication, c'est de faire du bruit autour, mais dynamique. Dynamique, ouais. D'être sur le discours de la haute horlogerie. Ouais. Ça fait moins de bruit quand même. Ouais, alors attention, haute horlogerie, on va pas faire que des grandes complications. Hein. Quand je dis haute horlogerie, j'ai envie de dire, ça peut être avec un 3 aiguilles magnifiquement décoré, fait maison, etc., jusqu'à des très grandes complications. Donc, quelles sont les stratégies? Alors, c'est très clair. D'abord, Hublot veut garder, et je veux revenir très fort sur le côté, tu l'as compris, innovant, créatif et disruptif. Donc si aujourd'hui tu regardes le mapping concurrentiel, je dirais, de l'horlogerie dans son ensemble, quand tu vas dans le haut de gamme, c'est-à-dire dans la très belle horlogerie, la belle finition avec des produits haut de gamme, la grande majorité des marques sont plutôt dans le haut de gamme classique, héritage, traditionnel. D'accord ? Et je pense que Hublot a vraiment une position à prendre là pour dire on reste disruptif avec un marketing, on va rester une marque surprenante, moderne, très différente des autres, mais par contre, avec tout le respect qu'on doit à ces horlogers de bien facture, haut de gamme. Et ça, c'est une position qui aujourd'hui est vide. Je pense qu'il y a une marque qui l'a un peu occupée à un moment, mais qui redevient plus institutionnelle de ce que je peux voir. Et je pense qu'il y a un espace pour Hublot qui finalement a que 45 ans. Donc moi, l'avantage, c'est la première fois que je travaille pour une marque d'ailleurs qui est plus jeune que moi. Tu vois, avant, je n'y arrivais pas, mais là, la marque est plus jeune que moi. Donc cette marque, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. Et j'en parlais encore ce matin avec Monsieur Babin, où on disait, mais Hublot peut oser faire ça, alors que la plupart des marques ne peuvent même pas s'aventurer là. Cela dit, je veux rassurer les gens que ce qu'on fait, les montres qu'on fait, sont d'une qualité irréprochable et d'une bien facture irréprochable. Et ça, je veux le mettre en avant. Ça veut dire qu'il y a peut-être des modèles dans des magasins qui ne reflèteront plus cette image-là. On va faire évoluer. On va les racheter. Oui, alors il y a parfois des rachats, parfois il y a des phases où on laisse un petit peu les produits s'écouler, puis on arrive avec les nouveaux, comme on fait toujours quand il y a des nouveaux thèmes. On va avoir une période de phase-in, phase-out, comme on dit, où on introduit des nouvelles pièces.
Mais ça va commencer déjà à la conception des montres, le degré de finition qu'on va avoir, et puis derrière, tout ça va cascader. Donc 26 va encore être une année, je dirais, de transition, mais où on va expliquer clairement ce qu'on va faire avec cette marque et surtout la position qu'on veut prendre avec Hublot. Donc ça veut dire que tu vas continuer à augmenter la qualité, augmenter le nombre, le volume. Non, alors je pense que non. Aujourd'hui, on est autour de 40 000 ? Ouais, à peu près. Et je pense qu'on peut monter, on va monter peut-être à 40, 45, 50 000, mais on va surtout... À quelle échéance ? Franchement, dans les 3 à 5 ans à venir, je veux dire, on va pas aller chercher une croissance de volume. D'accord. Du tout. On va aller chercher une stratégie d'élévation de la marque par la typologie de mouvement utilisé, par le degré de finition, par la mise en avant des savoir-faire, etc. Pour que, si tu veux, ce socle de crédibilité, savoir-faire horloger, ce soit un socle qui soit ancré dans le dur. Au-dessus, on va rester une marque qui fait des choses que les autres n'osent pas faire. Et là aussi, on a des projets. Et là, je réactive à fond le lien avec le client final et ils vont être invités ici, on va leur faire vivre, parce qu'on n'achète pas une montre pour l'utilité d'une montre. Ouais. On achète une montre parce qu'elle nous crée une émotion. Donc nous, on va aller au-delà du produit et créer une émotion. Mais c'est pas juste quand on parle d'expérience. Tout le monde parle d'expérience. Là, je te promets qu'il va y avoir une expérience assez exceptionnelle. Tu disais, tu vas pas forcément aller au-delà de 50 000 montres par année, mais ça veut dire que tu vas monter ton prix moyen. Alors, parfois, il va monter, oui. Et puis, on va Il est voir. autour de 17 000 ? Ouais, à peu près, un petit peu. Ouais, à peu près. On peut dire ça comme ça. Ouais. Du coup, haute horlogerie, normal. Même, on va renforcer tout le segment des MP, on va renforcer les grandes complications. Là, on va avoir une offre bien plus pointue. On va avoir un nouveau design dans la Big Bang. Ah voilà. Qui va arriver, qui va être top, qui va être la Big Bang post-anniversaire, on va dire, qui est très sympa. Après la Big Bang, il faut aussi parler un peu de la Classic Fusion, qui est magnifique. Et j'ai changé, j'ai étoffé l'équipe à tous les niveaux. J'ai reparlé beaucoup avec Monsieur Buta, que tu connais, pour recréer une dynamique de travail entre nous pour l'innovation, la créativité. Mais le design produit a pris une grande ampleur. Ouais. Donc là, on arrive avec des choses vraiment intéressantes. C'était un petit peu ce qui manquait ces dernières années chez Hublot. Il fallait redonner une énergie forte au niveau du produit. Et cette année, j'ai fait un peu comme je pouvais. Et je suis ravi parce qu'on a quand même pu avoir des très beaux produits pour célébrer le 20e anniversaire. Mais la nouveauté, elle arrive vraiment en 2026. D'accord. Donc, l'ère Tornard, c'est l'ère du retour aux produits, des fondamentaux. Comment tu peux la décrire, l'ère Tornard ? Écoute, moi, je considère que la marque, elle a eu 3 moments, 3 périodes, et que moi, ma mission aujourd'hui chez Hublot, c'est de prendre le meilleur de ces 3 périodes pour inscrire la marque dans la durée. J'ai bien l'ambition qu'Hublot reste un acteur majeur de l'industrie avec une position très claire, très ferme, très affirmée, respectée. Il y avait une urgence un petit peu quand même. Pas autant que tu peux le penser, parce que je pense qu'il y a eu... Faut vraiment... On parlera pas de chiffres évidemment, ni pour Hublot, ni pour les autres marques, mais je connais pas mal de chiffres de l'industrie et honnêtement, si on compare 21-22, je veux dire, les marques ont toutes une grosse correction. Franchement, c'est une réalité. Évidemment que ceux qui avaient des listes d'attente plus longues que les autres, ils ont un coussin amortisseur qui est plus long que les autres, ça on est bien d'accord. Mais Hublot, si on regarde, si on compare la croissance des 20 dernières années, honnêtement, Hublot est allé tellement vite que c'est pas si mal aussi par moment de dire voilà où on est avec Hublot. Donc l'ère de Monsieur Croco, lancement d'une montre à icône très particulière avec du caoutchouc qui est devenu... Combien de marques aujourd'hui de luxe mettent du caoutchouc, et c'est pas que les montres, c'est les autres. Franchement, Hublot était la première. Là, on peut laisser à Monsieur Croco, que j'ai rencontré, qui a 82 ans, avec qui j'ai recréé un lien, comme je l'avais fait avec Jack Heuer lors de mon passage chez Tag Heuer, et avec les faiseurs du El Primero lors de mon passage chez Zenith. Je pense que c'était un peu plus compliqué parce que c'était 250 ans. Donc. Mais je me suis rapproché de Monsieur Croco, avec qui je discute souvent. D'accord. Pour vraiment comprendre d'où vient et cette période Croco qui a duré des années 80 au début des années 2000. Ensuite, Jean-Claude Biver est arrivé, il a repris ce concept innovant, disruptif du caoutchouc avec de l'or, en l'emmenant évidemment au 18e étage grâce à la Big Bang, donc période extraordinaire aussi où Hublot est passé à un autre étage. Et après, pendant une période en coulisses, il y a eu un travail, je dirais, d'horlogerie, comme toutes ces marques l'ont fait, pour construire vraiment cette capacité de très belle horlogerie sur laquelle qu'on n'a pas vraiment mis en avant. Voilà. Et moi, ce que je veux, c'est prendre le meilleur de ces 3 et positionner Hublot comme une marque de haute horlogerie, mais où on s'amuse,
qui est fun. Et l'idée, c'est de se dire, Hublot, aujourd'hui, a la capacité d'asseoir une collection de manière plus stable, évidemment, d'avoir encore des nouveautés, des séries spéciales, des choses qui nourrissent la marque, parce que les gens cherchent de la nouveauté dans des marques, et en particulier dans une marque comme Hublot. Mais on va réduire le rythme. Donc là, t'as pas peur de perdre des clients? Non, je pense pas, parce que nos clients, d'abord, nous montrent de la collection principale sont beaucoup plus abouties qu'elles ne l'ont jamais été, en termes de qualité, de finition. Donc je pense qu'on va séduire beaucoup plus de gens et de nouvelles personnes, de nouveaux clients dans la marque. Et puis les fans et les aficionados de séries spéciales, liés à un ambassadeur ou pas, liés à une célébration lambda ou pas, on aura encore des choses. Okay. La montre Mbappé, c'est pour quand? Alors Mbappé, ça fait quelques années qu'il est notre ambassadeur, on n'a jamais fait de montre. Donc effectivement, j'en discute. Donc on espère qu'il y aura bientôt une belle surprise, parce que c'est un grand amateur d'horlogerie. Comme je te l'ai dit, il est venu spontanément nous voir à Dubaï, et c'est une vraie histoire, puisque je l'ai su le matin par la presse qu'il était dans la région. Quand je lui ai demandé de venir, il a tout de suite dit volontiers je passe voir vos nouveautés, et il a passé beaucoup de temps à regarder les montres. Il adore les montres. Qu'est-ce qui, dans cet esprit horlogerie, va rester? Alors, ces grandes célébrités, elles servent à quoi, finalement, pour les marques? Elles servent, pour moi, à créer de la notoriété. De la notoriété et de la désirabilité pour certaines personnes, mais en tout cas de la notoriété. Et on a quand même les meilleurs dans leur domaine. Kylian Mbappé, il est peut-être pas celui qui a gagné le plus de ballons d'or encore, mais c'est quelqu'un d'extrêmement talentueux et de brillant aussi en tant que personne. Djokovic, même si je suis suisse moi-même et qu'il y a d'autres joueurs de tennis en Suisse que j'aimais bien, c'est lui le meilleur. Ça, c'est mathématique, on peut pas discuter. Et Usain Bolt, même si c'est devenu une légende aujourd'hui, ça reste l'homme le plus rapide du monde. Donc on a vraiment été chercher des gens qui, étaient des grands performeurs, et en plus, qui avaient une personnalité, un caractère. C'est pas des gens comme Hublot, c'est pas des gens fades, c'est pas des gens qui passent inaperçus. C'est des personnes qui ont du caractère, qui s'affirment, parfois qui déplaisent. Ouais, parfois on va un peu trop loin, comme Hublot, mais c'est pas grave. C'est le caractère de l'acquéreur d'Hublot. Je dis souvent, il veut pas. Moi, quand je rentre dans un avion puis que je vois 50 personnes avec la même montre ou la même marque, je trouve ça un peu... j'ai pas envie d'être le 51e. Et 51 personnes dans l'avion qui l'ont. Puis après, il va te dire, tu sais quoi, j'ai envie de me démarquer un peu, et là, je m'achète une montre où j'affirme plus ma personnalité. Et Hublot, on est vraiment là-dedans. 2030 alors, gros projet, puisque 50 ans. Énorme, c'est fantastique. On est déjà en train de travailler. Alors moi, dès que je suis arrivé, j'ai essayé de créer un horizon temps à 3 ans minimum, évidemment, parce que c'est important. Et c'était pas forcément dans la culture d'un esprit start-up comme Hublot. Donc maintenant, je dois garder l'agilité, la flexibilité au court terme, parce qu'on doit être une marque réactive, mais je veux une feuille de route qui avance dans les années. Donc on a fait 25 plus 3 et 25 plus 3 plus 2. C'est-à-dire que 2030, c'est le 50e anniversaire de la marque. Et là, je suis déjà en train, alors pas mal de mon côté, je dois dire, j'ai pas partagé encore tout ce que je veux faire, mais j'ai pas mal de projets. Un des projets, c'est de marquer l'histoire de la mesure du temps. Et là, on devrait normalement venir avec une machine. On va pas réussir à remonter le temps encore, ça serait bien, mais on va arriver avec quelque chose qui va marquer en fait l'histoire de l'horlogerie. C'est le but du Hublot. Ça sera, il y aura peut-être une partie qui sortira d'Anticitaire, parce qu'Anticitaire c'est un concept extraordinaire, on a appris beaucoup de choses. Ça nous a permis aussi d'ouvrir un peu nos chakras sur différentes pistes. Tu n'iras pas que voir recherche et développement avec Mathias Butet et ses équipes qui manipulent des poudres et des liquides et qui sont un peu comme un laboratoire de chimie, mais tu auras l'occasion de créer des moments uniques pour nos clients, quel que soit leur pays d'origine, leur culture, leurs envies. On va vraiment se tourner avec le client au centre, c'est-à-dire qu'il y aura même, pour pousser à l'extrême, la possibilité pour certains de nos clients de faire leur événement, un événement important pour eux à la manufacture. Donc on va vraiment faire quelque chose de totalement innovant. Ça, c'est compatible avec le foot? Absolument. Quand Jean-Claude Biver et ses équipes à l'époque ont dit on va faire dans le foot, tout le monde a crié au scandale. Et moi-même, de mon point de vue très puriste, puisque tu sais où je travaille à l'époque, je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils vont faire dans le foot? Et en fait, aujourd'hui, ce qui est hyper intéressant, c'est que le nombre de marques qui se battent, soit activement en étant partenaires d'équipes, etc., soit pas activement, mais qui mettent des montres au poignet de footballeurs connus qu'on voit régulièrement sur les sites, sur Instagram, etc., c'est un vecteur comme tous les sports. Mais c'est un vecteur cher. Bien sûr, que bien sûr. Continuez à vouloir soutenir. Oui, bien sûr. J'ai entendu que vous alliez pas forcément continuer à soutenir. Non, on va rééquilibrer. Une chose qui s'est faite ces dernières années, ces 6-7 dernières années, c'est que Hublot a été omniprésent dans le football à un point
qui était bien pour posséder le football, ouais, pourquoi pas. Et si tu penses à Hublot de par le passé, que ce soit Depeche Mode, DJ Snake, etc., il y en a eu plein, ouais, il y en a eu plein, exactement, il y a eu plein de collaborations. Et Hublot va bien avec le monde de la musique. Donc aujourd'hui, les 3 piliers dans lesquels on va travailler, ce sont ces 3-là. Voilà. Un rééquilibrage, tout en restant dans le football, bien sûr, mais de manière différente. Donc plus le mondial de foot, c'est fini. Alors le mondial de foot, on va pas le faire. Non, on va pas le faire. On va se concentrer sur ce qui est Euro et Champions League. Ok, Évidemment, on a Kylian Mbappé. Et puis, il y aura peut-être d'autres surprises. merci.